On dit que le passé est un pays étranger. Un endroit que l'on peut visiter, mais où l'on ne vit plus jamais vraiment. Pour moi, mon passé n'est pas un pays, c'est une tempête. Une tempête implacable et tourbillonnante qui a essayé de me noyer. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai trouvé mon chemin vers le rivage. D'une manière ou d'une autre, j'ai appris à respirer à nouveau. Je suis une vieille femme maintenant. Mes mains, noueuses par l'âge, racontent leur propre histoire. Une feuille de route de lignes et de plis, chacun étant le murmure d'une épreuve surmontée. Mes cheveux, autrefois couleur de minuit, sont maintenant d'un blanc doux et nuageux. Ils encadrent un visage qui a trop vu, trop ressenti, et pourtant, qui tient toujours la lumière. Je suis assise sur mon porche ici dans le Tennessee. L'air est chargé du parfum du chèvrefeuille et de la terre humide après une pluie d'été. Une douce brise fait bruisser les feuilles du vieux chêne de mon jardin, un rythme constant et réconfortant. On est loin des vents mordants de la vallée du Rhône, de la beauté austère de la campagne provençale où mon histoire a commencé. Je me souviens de la petite ferme, nichée à l'ombre des montagnes du Luberon. Pas un vaste domaine, mais un humble lopin de terre dont nous tirions notre subsistance. Mon père, homme de peu de mots et aux mains calleuses, croyait en la terre par-dessus tout. Ma mère, le visage creusé de rides d'inquiétude, se déplaçait avec une lassitude silencieuse qui trahissait un labeur sans fin. Nous étions métayers, nos vies liées au rythme des saisons, aux caprices de la terre. J'étais l'aîné de 5 enfants. 5 bouches affamées à nourrir, 5 pères dieux qui me regardaient, même à l'époque, en quête de quelque chose. D'espoir, peut-être. Je me souviens de la façon dont le soleil filtrait à travers l'étroite fenêtre de notre minuscule cuisine de ferme, illuminant les grains de poussière qui dansaient dans l'air. Je restais assis là, un livre serré dans mes mains, à rêver. Je rêvais d'une vie au-delà de la terre, au-delà du cycle sans fin des plantations et des récoltes. Je rêvais d'encre sur papier, de rues animées, d'un avenir que je pourrais sculpter de mes propres mains. Mes rêves étaient un jardin secret, un endroit où je me retirais quand le poids de notre pauvreté pesait trop lourd. Je dévorais des histoires, me perdant dans des récits d'aventures et de romances, de femmes qui traçaient leur propre chemin. Je m'imaginais à leur place, forte et indépendante, traçant une voie loin des confins de notre petit monde isolé. Mais un rêve, j'ai vite appris, peut être une chose fragile, facilement brisée. J'avais 14 ans. L'âge des rêves naissants, des secrets murmurés avec ma petite sœur, Claudette. Elle était un tourbillon de rire et de soleil, totalement inconsciente de la tempête qui se préparait autour de nous. Je me souviens du jour où les murmures ont commencé. Des voix basses et étouffées entre mes parents après que les assiettes du dîner aient été débarrassées. Je faisais semblant d'être absorbé par mon livre, mais chaque mot, chaque silence tendu, me piquait. Une terreur glaciale commençait à me nouer l'estomac, prémonition de quelque chose de terrible. Puis on frappa à la porte. Un coup sec et insistant qui résonna dans notre petite maison. Mon père, d'habitude si stoïque, sembla se contracter. Il ouvrit la porte pour révéler un homme que je n'avais vu que de loin, Monsieur Antoine Durand. C'était une force, une présence menaçante dans notre village. Il possédait la plupart des terres, le moulin, et même le petit magasin général. Sa richesse était légendaire, son pouvoir indéniable. Il était aussi vieux. Son visage, une carte routière de rides profondes, était encadré par une masse de cheveux blancs. Ses yeux, en revanche, étaient perçants. Il semblait voir à travers vous. Je ne comprenais pas alors, pas vraiment, ce qui se passait. Mais un effroi se serra dans ma poitrine lorsque mon père, inhabituellement troublé, invita Monsieur Durand à entrer. Ils parlèrent à voix basse, des mots que je ne parvins pas à saisir. Mais l'air de la pièce devint lourd, suffocant. J'éprouvai une étrange sensation glaciale, comme si une main invisible se tendait, lentement, inexorablement, pour m'arracher à ma vie. Le lendemain, ma mère me fit asseoir. Ses mains, d'habitude si fermes, tremblaient tandis qu'elle nous versait une tasse de tisane légère. Son regard, d'habitude si direct, refusait de croiser le mien. « Anouk, commença-t-elle d'une voix à peine murmurée, « Monsieur Durand, il a fait une demande en mariage. » Mon cœur battait fort. Une demande en mariage? Pourquoi? Pour moi. Le non-dit flottait dans l'air, une vérité grotesque, inexprimée. Je me souviens avoir senti mon sang se glacer,
Une soudaine et vertigineuse sensation d'irréalité. Il veut t'épouser, parvint-elle finalement à dire, la voix brisée. Les mots me frappèrent comme un coup de poing. Je haletai, un petit son étranglé. Se marier? Mais j'ai 14 ans. Les protestations fusèrent, désespérées et rauques. Je ne le connais même pas. Je ne veux épouser personne. Je veux aller à l'école. Je veux lire. Je veux être libre. Les yeux de ma mère se levèrent enfin vers les miens, emplis d'une profonde et douloureuse résignation. Nous n'avons pas le choix, Anouk. C'est un homme puissant. Il nous aidera. Il veillera à ce que tes frères et sœurs soient nourris, que nous gardions nos terres. La logique, tordue et cruelle, était mise à nu. J'allais être un sacrifice. Un pion dans leur jeu désespéré de survie. Je la regardais, ma mère, la femme qui avait toujours été mon ancre, et je ne voyais qu'une étrangère. Une femme qui échangeait sa fille contre un maigre sentiment de sécurité. La trahison, brutale et soudaine, était plus profonde que n'importe quelle blessure physique. Je courais. Je courais dans les champs, les hautes herbes fouettant mes jambes nues. Je courais jusqu'à ce que mes poumons brûlent, jusqu'à ce que les sanglots me déchirent la gorge. Je tombais à genoux, agrippé à la terre, sentant sa froide indifférence. Le soleil, autrefois symbole d'espoir, me semblait maintenant un éclat moqueur. Le silence de la campagne, d'habitude un baume, se transforma en un vide rugissant, amplifiant ma terreur. Mon père me trouva là, finalement. Il n'éleva pas la voix. Il ne me toucha même pas. Il se tenait juste au-dessus de moi, son ombre longue et menaçante. « C'est fait, Anouk, dit-il d'une voix plate, dénuée d'émotion. Tu l'épouseras. Pour la famille. Pour la famille. » Ces mots sont devenus une marque, gravée dans mon âme. Une lourde chaîne me liait à un destin que je n'avais pas choisi. Les rêves que j'avais nourris, l'avenir que j'avais imaginé, se sont effondrés en poussière autour de moi. La fille qui rêvait de liberté était conduite dans sa cage. Le mariage était flou. Une sombre affaire, dénuée de joie. Je portais une robe faite du plus beau tissu que mes parents pouvaient s'offrir, une cruelle parodie de mariée. Mon visage, pâle et tiré, était masqué par un voile qui ressemblait moins à un symbole de pureté qu'à un linceul. Monsieur Durand, sa présence immense, se tenait à mes côtés, sa main pesant lourdement sur mon bras. Je ne ressentais rien d'autre qu'un engourdissement. Une douleur creuse dans ma poitrine là où se trouvait mon cœur. Je me souviens de la sensation de l'anneau de métal froid glissant sur mon doigt. C'était comme une chaîne, m'enfermant dans une vie que je n'avais pas choisie. Les vœux, murmurés par le prêtre, sonnèrent comme un glas. Je n'étais plus Anouk, la fille rêveuse. J'étais Madame Durand, propriété d'un homme que je craignais, voué à une vie de souffrance silencieuse. Son domaine était vaste. Une grande et imposante maison de pierre, avec de hautes fenêtres donnant sur des jardins impeccables. C'était un monde à part de la ferme humble et exiguë que j'avais connue. Chaque pièce était remplie de meubles lourds et sombres, de tapisseries ornées et d'un silence étouffant. Un silence qui pesait sur moi, faisant écho à celui qui avait été imposé à mon esprit. J'étais un fantôme dans ma propre vie, confiné à la maison, rarement autorisé à sortir. Mes journées étaient un cycle monotone d'attente. Attendre son retour, attendre que son humeur change, attendre l'inévitable. Il me traitait non pas comme une épouse, mais comme un objet. Une possession à admirer, à utiliser, à discipliner. Ses mots, lorsqu'il me parlait, étaient froids, dédaigneux. Son contact, lorsqu'il venait, était dénué de tendresse, empli d'une possessivité terrifiante. J'étais isolé. Les serviteurs, vigilants et silencieux, semblaient marcher sur des œufs autour de lui, leurs yeux évitant le mien. J'ai vite compris qu'il n'y avait personne vers qui me tourner, personne à qui me confier. La solitude était une chose tangible, un lourd manteau qui m'enveloppait, étouffant toute étincelle d'espoir. La grande maison, autrefois symbole de sa richesse, est devenue ma prison. Chaque pièce, une cellule. Je me souviens du froid qui imprégnait la maison, même en été. Il s'infiltrait dans mes os, reflétant la froideur de mon âme. Je me tenais aux hautes fenêtres, regardant les jardins méticuleusement entretenus, le monde au-delà de ma cage dorée. Je voyais les villageois vaquer à leurs occupations, leur rire parfois porté par le vent. Je regardais,
tel un fantôme, aspirant à une vie que je ne pouvais plus toucher. Les grilles de fer, toujours fermées, étaient un rappel constant de ma captivité. Les coups commencèrent subtilement. Un mot dur, une poigne plus serrée sur mon bras. Puis, une gifle. Une poussée. Chacune était un tremblement, un avertissement. J'ai appris à les anticiper, à me préparer, à me faire plus petite, moins visible. J'ai appris à cacher mes bleus, à inventer des excuses pour mes mains tremblantes, mon regard détourné. La peur est devenue une compagne constante, un nœud qui me serrait l'estomac. J'aspirais à ma famille, à la présence réconfortante de ma mère, au bavardage innocent de mes frères et sœurs. J'ai essayé, un jour, d'envoyer un message par l'intermédiaire d'un palefrenier, un garçon que j'avais connu au village. Il est revenu quelques jours plus tard, les yeux écarquillés de peur, secouant la tête. « Madame, a-t-il murmuré, Monsieur Durand, il sait tout. Il a dit que si je réessayais, il ruinerait ma famille. » Le dernier fil conducteur, coupé. La trahison, vive et vive, m'a de nouveau transpercé. Puis, une surprise silencieuse. J'étais enceinte. La nouvelle a suscité un étrange mélange d'émotions. De la peur, certes, mais aussi une lueur d'espoir. Une petite vie, une partie de moi, grandissant dans cet endroit désolé. Peut-être, juste peut-être, cet enfant serait mon salut. Une raison d'endurer, une raison de se battre. J'imaginais une petite main dans la mienne, une petite voix remplissant les pièces vides. Un avenir, aussi faible soit-il, commençait à se matérialiser. Je m'accrochais à cet espoir comme un oiseau fragile dans mes mains en coupe. C'était la seule chose qui me faisait tenir le coup pendant ces longues journées solitaires. Je me suis remise à rêver, de petits rêves prudents d'une vie avec mon enfant, loin de l'ombre de Monsieur Durand. Un jour, une rafale de vent a apporté l'odeur de la pluie, forte et terreuse, par ma fenêtre ouverte. C'était une odeur qui me rappelait toujours la maison, l'enfance, des temps plus simples. Un souvenir a refait surface, clair comme de l'eau de roche, mon frère aîné, Émile, riant en me poursuivant sous une averse d'été, nos vêtements collés à nos corps, nos visages levés vers le ciel. Une vague de désir insupportable m'a submergé. Je ne l'avais pas revu depuis le mariage. Son sourire facile, sa force tranquille me manquaient. Une idée désespérée, téméraire et folle, a germé dans mon esprit. Il fallait que je le voie. Juste un instant. Il fallait que je sache s'il allait bien. Je savais que Monsieur Durand serait en déplacement professionnel. Il voyageait souvent à Lyon, à Paris, pendant des jours. J'ai planifié soigneusement, méticuleusement. Je disais à la gouvernante que je ne me sentais pas bien, que j'avais besoin de repos. Puis, à la faveur du crépuscule, je m'éclipsais. J'ai réussi à faire passer un message à Émile par l'intermédiaire d'une vieille vendeuse d'œufs au village, une femme que je connaissais depuis mon enfance, qui me regardait encore avec une lueur de tristesse dans les yeux. Je lui ai dit de me retrouver près du vieux pont de pierre, juste devant les portes du domaine, après la tombée de la nuit. Le soir où j'ai tenté de le voir, la pluie est tombée à verse. Une véritable averse provençale, transformant les étroits sentiers en boue. Je me souviens de la peur grisante lorsque je me suis glissé hors de la maison, mon cœur battant à un rythme effréné contre mes côtes. L'obscurité était un manteau bienvenu, la pluie un rideau purificateur. J'ai couru, les pieds enfoncés dans la boue, ma robe fine plaquée contre mon corps. J'ai atteint le pont, frissonnante, ma respiration haletante. J'ai attendu. Les minutes se sont étirées comme une éternité. Puis, une ombre. Une silhouette émergeant de la pluie battante. C'était Émile. Il paraissait plus âgé, son visage gravé d'inquiétude. Il s'avança vers moi, les bras tendus, un sourire hésitant au visage. Mais avant qu'il ne puisse m'atteindre, une voix rauque s'éleva à travers la pluie battante. « Anouk! Mais qu'est-ce que tu fais, bon sang ?» Mon sang se glaça. Monsieur Durand. Il était de retour. Il était une silhouette terrifiante sous la pluie, le visage crispé par la rage. Son regard, habituellement perçant, flamboyait maintenant d'une fureur impie. Il ne fit même pas attention à Émile. Son regard était fixé sur moi, empli d'une colère glaciale et possessive. Émile s'avança, les poings serrés. « Laisse-la tranquille. C'est ma sœur. » Monsieur Durand rit d'un rire bref et sans humour.
Ta sœur? C'est ma femme. Et elle apprendra sa place. Il n'hésita même pas. Il se jeta sur moi, sa main heurtant mon visage avec une force brutale. Je tombai, l'impact me causant une douleur fulgurante à la tête. J'entendis Émile crier, un cri étranglé de protestation. J'ai essayé de m'éloigner, de protéger mon ventre, mais il était sur moi, un tourbillon de poings et de fureur. Je me suis recroquevillé en boule, essayant de me protéger, la pluie se mêlant à mes larmes, lavant le sang qui coulait de mon nez. La dernière chose dont je me souvenais était la douleur sourde qui se propageait dans mon bas-ventre, une douleur aiguë et terrible. Puis, l'obscurité. Je me suis réveillé dans un monde brumeux de douleur. La pièce était sombre, l'air lourd d'une odeur d'antiseptique. Mon corps me faisait mal, une pulsation profonde et envahissante qui semblait vibrer jusqu'à mes os. J'ai essayé de bouger, mais une douleur aiguë et lancinante dans mon ventre m'en a empêché. Doucement, ma petite. Une voix douce, douce et chaleureuse m'a atteint à travers le brouillard. J'ai ouvert les yeux, clignant des yeux à cause de la faible lumière. Une femme se tenait près de mon lit, le visage doux, les yeux emplis d'une compassion silencieuse. C'était une femme de ménage, je l'ai reconnue d'un bout à l'autre de la maison. Elle s'appelait Élodie. Ses mains, étonnamment fortes, étaient fraîches contre mon front. « Tu as perdu le bébé, ma petite », murmura-t-elle d'une voix teintée de tristesse. « Monsieur Durand, c'est lui qui a fait ça. » Ces mots, pourtant attendus, résonnèrent comme un coup de massue. Le fragile oiseau d'espoir, écrasé. L'avenir que j'avais osé imaginer, s'éteignit. Un cri guttural me déchira la gorge, un son de chagrin brut et pur. C'était un cri pour l'enfant que je ne tiendrais jamais, pour les rêves qui avaient été si cruellement arrachés. Élodie me serra dans ses bras forts et réconfortants. Elle n'essaya pas d'arrêter mes larmes, elle les laissa simplement couler, trempant son épaule. « Tout va bien, ma petite. Laisse-la sortir. Laisse-la sortir. » Lorsque la tempête de mon chagrin s'apaisa enfin, me laissant faible et épuisée, Élodie s'assit à côté de moi et me caressa les cheveux. Son contact fut la première véritable bonté que je ressentis depuis si longtemps. Ce fut une révélation. Une petite fissure dans le mur de mon désespoir. « Tu ne peux pas rester ici, Anouk, » dit-elle d'une voix basse et pressante. « Il te tuera, ou pire. Tu dois partir. » Je la regardai, les yeux gonflés et rouges. « Mais, où irais-je? Je n'ai rien. Personne. »« Tu m'as, » dit-elle, le regard résolu. « Et j'ai un frère. Il conduit un camion. Il peut t'emmener en lieu sûr. Quelque part au loin. » Une petite lueur. Une étincelle de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. De l'espoir. Mais mêlé de peur. Une peur si ancrée en moi, si profondément ancrée en moi, qu'elle me semblait un membre supplémentaire. « Mais comment ?» murmurai-je. « Il m'observe constamment. Je ne peux même pas quitter cette pièce sans sa permission. » Élodie sourit, une lueur de conspiration dans le regard. « Il repart en voyage d'affaires la semaine prochaine. À Marseille. Il sera absent plusieurs jours. C'est notre chance. » Un plan commença à se former, d'abord hésitant, puis prenant de l'ampleur. Une évasion désespérée et audacieuse. Élodie était mon ancre, sa force tranquille, une bouée de sauvetage. Elle m'apportait de petits morceaux de nourriture, me murmurait des mots d'encouragement, et surtout, m'offrait une lueur d'espoir. Les jours précédant son départ furent angoissants. Je me déplaçais dans la maison comme un fantôme, chaque nerf hurlant. Je faisais semblant d'être docile, renfermée, jouant le rôle de l'épouse brisée. C'était une mise en scène, une façade soigneusement construite pour lui donner un faux sentiment de sécurité. Le matin de son départ, l'air était chargé d'une odeur de pluie. Une odeur familière, envoûtante. Mon cœur battait la chamade, un battement de tambour frénétique. J'ai regardé par ma fenêtre sa voiture s'éloigner, disparaissant dans la longue allée sinueuse. Un profond soulagement m'a envahi, rapidement suivi d'une vague de terreur. C'était ça. À faire ou à mourir. Élodie était là, attendant. Ses yeux, d'habitude si calmes, exprimaient une excitation nerveuse. « Allons, ma petite, » murmura-t-elle. « Vite !» Mes mains tremblaient en me glissant dans son bureau,
Une pièce où je n'avais jamais osé entrer auparavant. L'air était lourd de l'odeur du vieux cuir et de la fumée de son cigare. Je suis allé droit à son bureau, mes doigts tâtonnant avec la serrure. Élodie m'avait donné une petite clé délicate. Elle s'est ouverte avec un léger soupir. À l'intérieur, une pochette en cuir. J'ai attrapé une poignée de billets de banque, le cœur battant à tout rompre. Cela me semblait illicite, dangereux, mais aussi valorisant. Un petit acte de rébellion. J'ai enfilé une robe simple et sombre, l'une de celles d'Élodie. Elle était simple, sans fioritures, un contraste saisissant avec les soies et les satins qu'il m'avait imposés. J'ai attaché mes cheveux en arrière, les glissant sous un foulard usé. Je me suis regardé dans le miroir terni, et pour la première fois depuis des années, j'ai vu une lueur de la fille que j'étais. Une étincelle de défi dans mes yeux. Je me suis glissé hors de la maison, la pluie formant un rideau constant autour de moi. L'air était frais et purifiant, emportant l'odeur persistante de ma prison. Je n'ai pas regardé en arrière. Pas une seule fois. Le frère d'Élodie, Henri, attendait près des écuries. Un homme robuste et silencieux, le visage bienveillant. Il m'a aidé à monter à l'arrière de son camion, tirant une bâche sur moi pour me protéger de la pluie et des regards indiscrets. Le moteur a rugi, un son rauque et réconfortant. J'ai senti la secousse lorsque le camion s'est éloigné, de plus en plus vite, laissant derrière lui la grande et imposante maison. Le voyage a été long et silencieux. Le ronronnement rythmique du moteur, le battement régulier de la pluie sur la bâche, m'ont bercé dans un étrange état d'animation suspendu. Je me sentais engourdi, épuisé, mais aussi exaltant de liberté. À chaque kilomètre, les chaînes qui m'avaient attaché semblaient se desserrer, tomber. Nous avons roulé dans la nuit, l'obscurité un linceul réconfortant. Je ne savais pas où nous allions, mais j'avais confiance en Henri. J'avais confiance en Élodie. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'avais confiance en moi. Birmingham. Le nom lui-même sonnait comme une promesse. Une ville tentaculaire, une cacophonie de sons et d'odeurs. Le camion s'est arrêté devant une gare routière crasseuse, et Henri, avec un hochement de tête et un discret « bon voyage », m'a aidé à sortir. Je suis resté là, serrant ma petite valise, le collier de perles volé pesant dans ma poche. C'était une petite chose délicate, un cadeau de sa mère, caché dans une boîte en velours. Un petit acte de vengeance, un rappel tangible de ce qu'il m'avait pris. Je le vendrais, décidai-je, et utiliserais l'argent pour construire une nouvelle vie. La gare routière était un tourbillon de gens. Des voix aux accents inconnus, des adieux précipités, le grondement des bus qui allaient et venaient. J'ai ressenti une vague de peur, une vague de désorientation. J'étais complètement seul, dans une ville inconnue, avec rien d'autre que quelques billets volés et une détermination farouche et brûlante. J'ai trouvé la gare routière Greyhound. Le panneau des destinations brillait de possibilités. Atlanta, la Nouvelle-Orléans, Nashville. Nashville. Le nom me murmurait. Un nouveau départ. Un endroit où personne ne connaissait mon nom, personne ne connaissait mon passé. J'ai acheté un billet, les mains tremblantes en comptant l'argent. Je suis monté dans le bus, trouvant un siège près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville s'éloigner, englouti par l'obscurité de la route. Le bourdonnement rythmique du bus, le doux balancement, sont devenus une berceuse. J'ai appuyé ma tête contre la vitre froide, regardant le paysage défiler. À chaque kilomètre, la distance entre moi et mon passé grandissait. Un gouffre, vaste et infranchissable. Je suis arrivé à Nashville à l'aube. La ville se réveillait à peine, un doux bourdonnement d'activité. L'air était vif, propre, portant le parfum de quelque chose de nouveau. Je suis descendu du bus, les jambes tremblantes à cause du long voyage, mais l'esprit étrangement léger. Je n'avais aucun plan, aucun contact, aucune référence. Juste un besoin désespéré de survivre. J'ai arpenté les rues, ma petite valise lourde à la main, mes yeux scrutant les vitrines, les devantures animées. J'ai vu une pancarte dans une vitrine. Demande d'emploi, compagnie de téléphone. C'était peu probable, je le savais. J'étais mineur, à peine 16 ans, sans expérience. Mais quelque chose m'a poussé en avant. Un refus obstiné d'abandonner. Je suis entré dans le bureau, le cœur battant, mais la tête haute. Une femme à l'air sévère, lunettes sur le nez, a levé les yeux à mon entrée.
Puis-je vous aider? A-t-elle demandé d'une voix hachée. J'ai vu votre pancarte, ai-je balbutié, d'une voix à peine murmurée. Je cherche du travail. Elle m'a regardé avec scepticisme, observant mes vêtements usés, mon visage fatigué. Quel âge avez-vous, ma fille? Avez-vous des références? J'ai pris une grande inspiration. C'était le moment. Le moment d'être courageux. De mentir, certes, mais pour une vérité plus grande. J'ai 18 ans, ai-je dit d'une voix plus forte, et je suis une bosseuse. J'apprends vite. Je n'ai pas vraiment de référence, mais je suis prête à tout. Tout. Elle a plissé les yeux en me considérant. J'ai soutenu son regard, essayant de projeter une assurance que je ne ressentais pas. J'ai traversé beaucoup d'épreuves, ai-je continué, la voix rauque d'une émotion inexprimée, et j'ai juste besoin d'une chance. Une chance de me construire une vie. Quelque chose dans ma voix, dans mon appel désespéré, a dû l'atteindre. Elle a soupiré en remontant ses lunettes sur son nez. On est toujours en sous-effectif aux archives, a-t-elle dit d'une voix un peu plus douce. Ce n'est pas un travail prestigieux. Beaucoup de tri, beaucoup de levage. Tu penses pouvoir gérer ça? Oui, dis-je, submergé par une vague de gratitude. Oui, je peux. Et soudain, une porte s'ouvrit. Une minuscule fissure dans le mur impénétrable de ma situation. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Une chance de gagner mon propre argent, de voler de mes propres ailes. J'ai trouvé une chambre dans une pension pour jeunes femmes. Elle était petite, peu meublée, mais c'était la mienne. Un espace où je pouvais respirer, où je pouvais simplement être. Les autres filles étaient gentilles, curieuses, mais pas envahissantes. Elles occupaient divers emplois en ville, leur rire et leur bavardage emplissant les soirées. J'ai découvert leur vie, leurs rêves, leurs difficultés. J'ai commencé à ressentir, pour la première fois depuis longtemps, un sentiment d'appartenance. Mes journées étaient un tourbillon de travail. Des dossiers poussiéreux, des rangées interminables de chiffres et de noms. Mes doigts me faisaient mal, mes yeux se fatiguaient, mais je travaillais avec une détermination farouche. Chaque centime gagné était un pas vers la liberté. Une pierre sur les fondations de ma nouvelle vie. Les soirées étaient consacrées à l'apprentissage. J'empruntais des livres à la bibliothèque publique, les dévorant avec une faim que je n'avais pas ressentie depuis mon enfance. J'étudiais l'histoire, la littérature, les mathématiques. Je m'inscrivais à des cours du soir pour obtenir mon GED. C'était difficile, parfois écrasant, mais je me suis surpassé. Chaque nouvelle connaissance était une victoire, une reconquête de l'éducation qui m'avait été refusée. J'ai obtenu mon GED. C'était un petit certificat, mais il me semblait une couronne. J'ai pleuré en le tenant, des larmes de fierté et de soulagement. Puis, un collège communautaire. Je m'inscrivais à des cours, équilibrant soigneusement mes études et mon travail. J'ai appris le commerce, la comptabilité. Lentement, sûrement, j'ai progressé chez la compagnie de téléphone. Du service des archives à un poste de bureau, puis à un rôle de supervision. Chaque promotion témoignait de ma persévérance, de ma volonté inébranlable de m'élever. Le collier de perles, celui que j'avais pris sur son bureau, je l'ai vendu. C'était bon, une rupture définitive. L'argent, même s'il n'était pas très important, m'a donné un sentiment d'autonomie, un symbole tangible de mon indépendance. Je l'ai utilisé pour acheter des livres, des vêtements, pour acheter ma liberté, un petit morceau à la fois. Les années ont passé. Les saisons ont changé. Les années se sont estompées en décennies. Les aspérités de mon passé ont commencé à s'adoucir, comme des pierres tombées dans une rivière. La peur, autrefois une compagne constante, s'est estompée, remplacée par une confiance tranquille. J'ai appris à faire confiance à nouveau, à m'ouvrir aux amitiés, aux joies simples de la vie. J'ai construit un cercle d'amis, des femmes qui avaient leurs propres histoires de résilience, de dépassement de l'adversité. Nous avons partagé des rires, des larmes et le réconfort tranquille de la compréhension. Elles sont devenues ma famille choisie, un témoignage du fait que le sang, bien qu'épais, ne suffit pas toujours. Parfois, il faut forger ses propres liens, construire sa propre tribu. Puis, la nouvelle. Une lettre, transférée d'une ancienne adresse en Alabama. Mon père était mort. Un étrange mélange d'émotions m'a envahi.
Le chagrin, oui, pour l'homme qui avait été mon père, aussi imparfait soit-il. Mais aussi, un sentiment tranquille de libération. La chaîne finale, brisée. La lettre contenait également une autre information. Sa mort avait, enfin, dissous légalement mon mariage. J'étais libre. Vraiment libre. Une vague de profond soulagement, une légèreté que je n'avais pas conscience de porter, m'envahit. C'était fini. Le cauchemar était enfin, vraiment, du passé. J'ai timidement renoué avec mes frères et sœurs. Claudette, ma sœur cadette, était désormais une femme, mère de ses propres enfants. Elle m'a raconté des histoires sur nos parents, les difficultés après mon départ. J'ai appris que ma mère ne s'était jamais vraiment pardonnée pour ce qu'elle avait fait. Un regret silencieux, un fardeau qu'elle a porté jusqu'à sa propre mort, des années plus tard. J'ai ressenti une pointe de tristesse, la prise de conscience que la trahison est réciproque, laissant des cicatrices sur toutes les personnes impliquées. Nous avons discuté pendant des heures, comblant le gouffre des années, lentement, prudemment, reconstruisant les morceaux brisés de notre famille. 10 ans après mon installation à Nashville, j'ai rencontré Charles. Il était différent. Tellement différent de l'homme qui m'avait volé ma jeunesse. Charles était gentil. Patient. Son regard était chaleureux, une douceur qui apaisait les angoisses persistantes en moi. Il écoutait quand je parlais, vraiment, avec une ouverture d'esprit que je n'avais jamais connue. Il me voyait, non pas comme une chose brisée, mais comme une femme forte et résiliente. Nous sommes sortis ensemble pendant longtemps, construisant lentement une base de confiance et de respect. Je lui ai raconté des bribes de mon passé, pas toutes d'un coup, mais dans des moments calmes, quand le moment semblait opportun. Il écoutait sans jugement, sa main une présence réconfortante dans la mienne. Il n'a jamais insisté, n'a jamais remis en question ce que je lui offrais. Il a simplement accepté. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie intime. Il n'y a pas eu de grandes déclarations, pas de sourires forcés. Juste des vœux discrets, prononcés avec le cœur. C'était une union fondée sur l'affection, sur des rêves partagés, sur un respect profond et durable. Je l'avais choisi. Il m'avait choisi. Ce fut une révélation. Un mariage non pas d'obligation, mais d'amour. Nous avons eu une fille, notre belle Lily. Elle était la lumière de ma vie, un témoignage du pouvoir guérisseur de l'amour. J'ai juré que je l'élèverais différemment. Dans un foyer rempli de rire, de communication ouverte, d'amour inconditionnel. Je lui apprendrai à être forte, à être indépendante, à ne jamais laisser personne ternir sa lumière. Je la protégerai de la peur, de l'oppression qui avait défini ma propre enfance. Je lui donnerai la liberté de choisir, de rêver, de devenir qui elle voulait être. Je suis assise ici maintenant, sur mon porche, le soleil se couchant dans un éclat d'orange et de violet. Lily a grandi, avec ses propres enfants. Mes petits-enfants. Ils viennent souvent me rendre visite, leur rire résonne dans la maison, une mélodie joyeuse. Je les regarde, le cœur rempli, émerveillé par les vies qu'ils construisent, des vies remplies de choix, de possibilités. Le voyage de cette mariée adolescente terrifiée à la femme que je suis aujourd'hui a été long. Ardu. Rempli d'ombre et de trébuchements. Mais aussi, de lumière. De moments de grâce profonde, de gentillesse inattendue, de victoire tranquille. Je raconte mon histoire maintenant, non pas pour m'attarder sur la douleur, mais pour l'honorer. Pour honorer la fille que j'étais, la fille qui a enduré. Et pour honorer les nombreux autres, les non-dits, les invisibles, qui ont parcouru des chemins similaires. Je le raconte parce que le silence, je l'ai appris, est un lourd fardeau. Il permet aux ombres de grandir, de s'envenimer. Il permet à l'injustice de persister. Mais dire sa vérité, même si sa voix tremble, est un acte de revendication. Un acte de pouvoir. Cela vous libère. Mon voyage n'est pas un triomphe dramatique, pas comme le sont souvent les histoires. Il n'y a pas eu de grande justification publique, pas de vengeance théâtrale. La justice que je cherchais, la résolution que j'ai trouvée, était en moi-même. C'était la force tranquille qui venait de la survie, de la guérison, de la construction d'une vie selon mes propres termes. C'était trouver la paix dans l'ordinaire, dans la simple beauté d'un coucher de soleil, dans la chaleur de l'étreinte d'un petit enfant, dans le bourdonnement silencieux de mon propre cœur qui bat.
Et à tous ceux qui écoutent, à tous ceux qui se sentent piégés, réduits au silence, effrayés, sachez ceci, il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard pour reprendre sa vie en main. Jamais trop tard pour trouver sa voie. Le chemin peut être long, sinueux et semé d'obstacles. Mais chaque pas, chaque murmure de votre vérité, est un pas vers la liberté. Vers la guérison. Vers une vie de votre choix. Trouvez votre Élodie. Trouvez votre Henri. Trouvez votre courage. Recommencez. Le vieux chêne dans ma cour, ses branches s'étendant vers le ciel qui s'assombrit, se dresse comme une sentinelle silencieuse. Un témoignage d'endurance, de croissance, du pouvoir tranquille d'être simplement. Les étoiles commencent à émerger, une par une, de minuscules points de lumière dans l'immense toile de la nuit. Ce sont des murmures de possibilités. Des murmures d'espoir. Et pour la première fois depuis très longtemps, je me sens vraiment, complètement, en paix.